Lorsque l'on se promène dans les grandes galeries des musées en Europe, en Russie ou bien sûr aux États-Unis, à New York, à Washington, à Los Angeles en particulier, on voit d'immenses collections, des centaines de tableaux hollandais. On pourrait penser que c'est là le grand héritage, la grande contribution à l'histoire globale, en particulier à l'histoire de la peinture, mais à l'histoire globale, de la culture hollandaise du XVIIe siècle, le siècle d'or. Ces œuvres, au milieu desquelles on se trouve aujourd'hui, au musée du Louvre, elles font signe vers d'autres réalités qui, d'une certaine façon, les ont favorisées, ont permis leur éclosion, leur création. Au premier rang de ces réalités se trouve l'Empire hollandais, l'Empire colonial hollandais. L'empire colonial néerlandais au XVIIe siècle est par définition un empire dynamique. C'est-à-dire que c'est un empire qui s'accroît pendant à peu près les 2/3 du XVIIe siècle. C'est un empire qui s'accroît principalement dans des régions, dans des zones ouvertes, par opposition à l'empire espagnol, qui est lui considérablement structuré en fortification, en contrôle de points multiples et pas simplement de points névralgiques. Cet empire colonial, il subsiste bien sûr des traces qui portent témoignage de son étendue, de sa vivacité, de sa vigueur et de ses différents aspects plus ou moins éclatants ou sombres. Les œuvres d'art, les tableaux en particulier, portent témoignage de l'aventure coloniale hollandaise. On pourrait parler à ce titre d'un petit tableau, un tableautin peint par l'un des génies du XVIIe siècle hollandais qui s'appelle Frans van Mieris. Alors c'est un être extraordinaire, un génie de la peinture, quelqu'un qui a créé à l'aide, avec quelques autres artistes, comme Gérard Doux par exemple, dont il était l'élève, des minuscules tableaux, presque des miniatures, qui sont comme des bijoux en fait. Et sur l'un d'eux, que possède le musée du Louvre, on voit une jeune femme à sa toilette. Le tableau est de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Et à côté de cette belle jeune femme en train de se parer à sa coiffeuse, en fait, on voit une autre jeune fille, une servante, manifestement, une jeune fille noire. Que fait cette jeune fille en Hollande, sans doute dans la ville de Leyde, en plein XVIIe siècle? Alors évidemment, Van Mieris l'a mise là parce que elle témoigne par sa présence de la sophistication du milieu social dans lequel l'œuvre a été placée. Autrement dit, c'est un monde du luxe et du raffinement auquel nous sommes confrontés. Elle montre aussi le contraste par sa peau noire avec la peau lactescente de sa maîtresse, donc il y a un effet esthétique recherché. La présence de cette jeune fille noire sur ce tableau, elle fait signe vers une réalité qui dépasse l'artiste Van Mieris, la pratique de l'esclavage par les Hollandais au XVIIe siècle. Dans le système esclavagiste, il y a deux catégories d'esclaves, les esclaves de plantation et les esclaves, on va dire, domestiques. Les esclaves de plantation connaissant des traitements très rudes, alors que les esclaves domestiques vivent une vie organisée d'une manière beaucoup plus proche de l'organisation familiale classique. On estime, même si ces chiffres sont toujours difficiles à établir de manière extrêmement précise, que plus d'un demi-million de personnes ont été transportées de force, comme esclaves, depuis les côtes africaines vers les colonies néerlandaises atlantiques. Le grand vecteur de la diffusion de la présence hollandaise et par là même de l'esclavage, ce sont les grandes compagnies néerlandaises des Indes, Compagnie des Indes occidentales, le monde atlantique, Compagnie des Indes orientales, toute l'Asie. L'Empire hollandais est immense. Il s'étend du Brésil, Recife par exemple, Olinda, jusque dans l'île de Deshima, au Japon, où les Hollandais ont un comptoir, en passant par les Indes, Jakarta, Batavia en fait,
et même la ville du Cap. Il faut rappeler que le mot apartheid, de apartheid, est un mot néerlandais. Ils avaient l'obsession de la preuve juridique, de la légalisation ou du légalisme, on pourrait dire. Et c'est ainsi que les compagnies des Indes ont signé des centaines de contrats, d'accords avec des dynastes, des potentats, des roitelets locaux africains, en particulier dans l'actuel Ghana, la côte de l'or, pour compter, pour justifier, pour coucher par écrit les échanges permettant l'achat des esclaves, qui ensuite étaient acheminés sur les fameux bateaux hollandais si efficaces et si rapides. Alors, quelle est l'originalité de l'Empire hollandais ? Alors, bien sûr, c'est immense, on l'a dit, mais en vérité, c'est une logique de comptoir. Les Hollandais ont des bureaux, offices worldwide, donc des kantoren, comme on dit en néerlandais. Donc à Batavia, bien sûr, en Asie, au Bengale, en Amérique, Manhattan, au Brésil, la ville du Cap. Mais ils n'ont pas de grand territoire. À la limite, des langues de terre, peut-être, les intéressent, où ils s'établissent. Donc, c'est tout à fait différent de l'empire colonial français ou de l'empire colonial espagnol qu'ils combattent au XVIIe siècle déjà. L'entrepôt d'Amsterdam au XVIIe siècle, c'est clairement une innovation technique sur le plan de l'organisation économique. Amsterdam est peut-être la première ville à pratiquer à ce niveau d'intégration le système de l'entrepôt. Alors, en fait, l'entrepôt, c'est un cœur d'activité qui consiste dans le stockage de produits, mais qui connaît en amont toute une chaîne d'approvisionnement et en aval toute une chaîne de distribution. Au fond, cela se résume assez facilement à une tentative sans cesse menée avec une espèce de ténacité extraordinaire pour accroître, augmenter sans cesse le portefeuille de leurs marchandises exotiques. Que ce soit la porcelaine de Chine, évidemment, que ce soit les fourrures des castors de la vallée de l'Hudson, le poivre, le sel, c'est une logique d'accumulation. Des réalités spécifiques se mettent en place dans les colonies néerlandaises, démographiques et déjà environnementales en fait. Et ça se voit dans des tableaux qui sont conservés en particulier au musée du Louvre. On peut citer le cas de Frans Post, qui est l'un des grands paysagistes du XVIIe siècle hollandais et qui est resté dans l'histoire de la peinture pour ses paysages brésiliens. C'est quelqu'un qui a fait partie, qui a été embarqué dans un corps expéditionnaire, en fait, dans une aventure coloniale au Brésil. Et cet homme, cet artiste, a peint le Brésil avant le Brésil moderne, en fait. Ce sont les premiers paysages sud-américains qui nous soient parvenus. On voit les colons, les blancs, on voit les esclaves amenés de force qui travaillent sur place, dans les plantations, c'est l'économie des plantations. Et puis, les métis, on les appelait les mulâtres. Et puis, autre phénomène très frappant sur ces tableaux, les grands établissements de sucrerie, de raffinerie de sucre qui apparaissent dans les images sont toujours placés dans de magnifiques clairières, de grandes percées idéales, dans des feuillages, des paysages luxuriants. Évidemment, c'est le déboisement qui a commencé. Autrement dit, l'empire colonial hollandais nous touche et nous intéresse encore aujourd'hui plus que comme un simple artefact historique mort, mais au contraire comme un phénomène avant-courrier de nos réalités. Et ça, c'est passionnant, parce qu'on comprend mieux, évidemment, les racines des maux actuels et, je dirais, notre monde, notamment à travers cette optique. Je n'ai pas souvenir de tableaux britanniques, français ou même espagnols qui dépeignent des process de production, des modes de production dans les colonies, avant le XVIIIe siècle. Les tableaux néerlandais réalisés par des artistes qui ont visité les colonies sont une exception pour l'ensemble de l'Europe. Il y a une partie idéologique, certainement, qui représente de manière valorisée un système, mais il y a une authentique valeur documentaire sur la situation géographique, les habits, éventuellement les habitudes techniques ou de fonctionnement qui ont été adoptées, la répartition du travail entre les différentes personnes présentes sur la scène. On est dans un art qui est le fruit de la première puissance économique mondiale au XVIIe siècle. Et on trouve parmi les œuvres d'art d'évidentes traces du phénomène impérial. Alors,
chez Rembrandt en particulier, mais c'est vrai pour le genre du portrait en général, ces grands portraits de bourgmestres qui sont aussi des grands marchands, des personnages influents, des patriciens qui possèdent des actions, des compagnies des Indes néerlandaises, illustrent, pour le coup, le phénomène impérial. Mais au même moment, les œuvres d'art échappent à cette logique et rentrent dans le domaine véritablement différent de la créativité pure. Les têtes de Christ, les figures christiques de Rembrandt, ces sujets de l'Ancien Testament biblique, ou bien son bœuf écorché, sont totalement étrangers, on pourrait dire, à ces aventures, ces menées, ces agissements de l'Empire colonial hollandais.